En route vers les législatives avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, J-5 avant le second tour des législatives. Le dépôt des candidatures, lui, sera achevé en fin de journée à 18h. Très précisément, ce qui nous permettrait d'avoir une photographie plus claire des désistements. On en est quasiment à 200 ce début d'après-midi. Mais d'ores et déjà, l'Élysée se prépare à la suite avec Alexis plusieurs scénarios sur la table, notamment celui d'une grande union nationale, une coalition allant peut-être des communistes à LR. Et avant de vous céder la parole, Alexis, pour le commentaire, on va réécouter ce qu'a dit hier soir sur TF1 le Premier ministre sortant, Gabriel Attal. Et donc, il y a un troisième chemin, qui est celui que je défends, qui est celui d'avoir une Assemblée nationale plurielle au sein de laquelle nos candidats sont présents pour protéger les Français des hausses d'impôts, protéger les Français des projets de division. Donc, éviter que le Rassemblement national ait une majorité absolue, ça passe dans certaines circonscriptions, poignées de circonscriptions, par des désistements de nos candidats pour empêcher le Rassemblement national d'avoir cette majorité absolue. Alexis, Assemblée nationale plurielle et donc gouvernement pluriel ? Je vais pas si vite en besogne. Je connais, comme vous, les rumeurs qui peuplent les alcôves du pouvoir, et notamment cette rumeur insistante depuis hier qui voudrait que le président de la République songe, en rêvant, à l'éventualité, bien sûr, d'un Rassemblement national qui n'aurait pas la majorité absolue, qui donc renoncerait de ce fait à briguer les rênes de Matignon, avec la possibilité ouverte pour le président de choisir un Premier ministre plus raccord avec sa sensibilité. Et dans l'hypothèse... On dirait d'ouverture, si on parlait comme il y a quelques années. Oui, c'était ce qu'on disait dans les années Mitterrand. Vous savez, quand on ouvrait vers le centre droit... Sous Sarkozy. Ou inversement, quand Nicolas Sarkozy a ouvert vers le centre gauche, en triangulant des personnalités au demeurant fort estimables comme Bernard Kouchner, de manière à gauchiser son image. Alors là, si vous voulez, c'est pas tout à fait pareil. C'est que le président de la République, avec beaucoup de retard, il faut l'admettre, prend conscience du fait qu'il a joué beaucoup trop serré pendant les 2 dernières années. On l'a dit souvent, ne faisons pas son procès, l'objet n'est pas celui-là. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose dans la construction de ce rempart, entre guillemets, il y a quand même quelque chose de l'ordre du sauf qui peut. Faut pas se leurrer. De la part du président de la République, mais aussi, on vient d'entendre, avec tout le talent oratoire qui est le sien, peut-être même d'ailleurs la force de conviction profonde. N'oubliez jamais que Gabriel Attal n'est pas ce qu'on appelle un réactionnaire, c'est même plutôt un progressiste dans la sensibilité. Donc évidemment, tous ces gens-là, ils sont sincères quand ils veulent, entre guillemets, faire barrage au Rassemblement national. Maintenant, il y a les voies et les moyens de cette stratégie nouvelle. Est-ce qu'elle peut aboutir si elle pivote exclusivement autour d'un exécutif dont nous avons vu, nous ne sommes pas forcément là pour nous en réjouir, mais nous sommes là pour lire les chiffres, qu'il est quand même très majoritairement désavoué dans les urnes, notamment lors du premier tour que nous venons de vivre. C'est ça la question, vous voyez, c'est une question politique. Alors maintenant, en revanche... On peut dire que ça ne serait pas accepté par une quasi-majorité du pays qui aurait voté Alors c'est vrai que c'est pas pour le RN et ses alliés. Vous avez raison, ça n'est pas uniquement le pays qui va devoir l'accepter, c'est circonscription par circonscription, avec un système de désistement. Les gens qui font partie de l'arc républicain et démocratique, comme on l'appelle depuis dimanche, qui au fond se ménagent la possibilité d'établir un rempart le plus efficace possible contre les candidats RN. C'est de cela qu'il est question dans l'immédiat. Mais vous avez raison, ne faisons pas de conjecture, on ne sait pas ce que ça va donner, personne ne le sait d'ailleurs. Est-ce qu'il va fonctionner autant que Emmanuel Macron ou Gabriel Attal peuvent l'espérer ce matin, ou est-ce qu'il va fonctionner moins efficacement? Les 2 scénarios sont possibles en réalité. Ce qui se joue, c'est de savoir si le Rassemblement national atteindra son objectif stratégique nouveau, qui est la majorité absolue, ou si au contraire, il passera à côté de cet objectif, ce qui le réduirait, ce qui le contraindrait à des négociations au cas par cas avec des élus de droite. La liste est longue, elle n'est plus une short list de ceux qui sont prêts, si vous me passez l'expression, pour un plat de lentilles à rejoindre Jordan Bardella. Donc en réalité, ils entreraient dans... Est-ce qu'on peut imaginer qu'à gauche, par exemple, Alexis, des personnalités comme Olivier Faure ou Marine Tondelier puissent accepter de rejoindre une majorité qu'ils décrivent parfois comme en fin de vie? Vous voulez qu'on aille a step after? A step after, donc quelles que soient, j'allais dire, les configurations précises sur le plan électoral, mais dans l'hypothèse où il n'y a pas, à l'issue du 2e tour dimanche soir,
de majorité absolue claire et nette se dessinant pour le Rassemblement national et ce qu'on appelle désormais, improprement d'ailleurs si vous voulez mon avis, le bloc des droites, sachant que c'est pas comme l'Italie ou la Suède, où il y a eu des accords électoraux entre les formations de droite. Là, ça n'est pas le cas. Il y a eu une absorption par le RN des gens de LR qui étaient prêts à venir. Mais il n'y a pas d'accord électoral officiel avec les deux autres formations de la droite, avec LR ou avec Reconquête. Donc nous sommes dans une configuration un peu différente, plus monopolistique de la part du RN. Mais enfin, fermons la parenthèse, peu importe. Imaginons qu'il n'ait pas la majorité absolue. Vous avez raison, ça crédibilise dès dimanche soir le scénario qu'au fond, au-delà du narcissisme, car le narcissisme existe, mais franchement, réduire le président de la République à un narcisse qui veut jouer l'archange Gabriel, c'est à mon avis stupide et réducteur. C'est stupide et réducteur. Les enjeux là, sont... Vous parlez comme Cambadélis, Jean-Christophe Écoutez, Cambadélis. oui, mais faut arrêter. Faut arrêter. Les enjeux sont plus lourds, les enjeux sont plus sérieux, les enjeux sont moins narcissiques, les enjeux sont moins cocottes. Voilà, c'est pas des enjeux de cocotte, c'est des enjeux pour la France. Et donc effectivement, le président de la République, on peut quand même lui reconnaître sur ce plan-là une part de sincérité. Après, on achète ou on n'achète pas, mais il a toujours combattu l'extrême droite. Donc si par hasard le camp bardéliste n'obtenait pas dimanche soir la majorité absolue, là effectivement, il y a ce scénario que Emmanuel Macron, j'allais dire cogite ces jours-ci, qui se mettent en action. Et ceux qui se mettent en action, c'est ce qu'il n'a pas fait depuis 2022, c'est-à-dire l'ouverture de discussions dont, à mon avis, il ne serait pas le centre. Il ne serait pas le centre de ces discussions. Il serait l'un des vecteurs, l'un des canaux de ces discussions entre des gens de la droite républicaine et des gens de la gauche républicaine, évidemment pas de LFI, c'est une évidence, qui essaieraient de construire une coalition, une majorité d'idées en vue éventuellement de trouver une solution gouvernementale. C'est ça qui se produirait. Maintenant, vous dire les contours précis de cette solution à l'heure qu'il est, ce serait franchement mentir à nos auditeurs et on va essayer de ne pas leur raconter n'importe quoi. Alexis, voilà. Emmanuel Macron n'a pas donné de consigne de désistement très claire, à la différence de Gabriel Attal. Autrement dit, s'il faut faire barrage aussi bien au RN qu'à la France insoumise, mais il se dit de plus en plus fort, on peut le lire notamment dans la presse du jour, qu'il se prépare déjà à tous les possibles, y compris à l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon. Oui, évidemment. Si vous savez, le président de la République sait lire les études d'opinion. Il comprend les dynamiques. Il a vu, qu'on le veuille ou non, entre les européennes et 3 semaines plus tard, le premier tour des législatives anticipées, il a vu ce qu'on appelle l'effet de légère amplification du vote des européennes. Tout ça, il l'a vu, même si son propre camp ne s'en sort au fond numériquement, je veux dire pas si mal. Enfin, il n'est pas stupide, il sait très bien que le bloc central Renaissance Ensemble n'est plus le pivot de la vie politique. C'est ça la nouveauté, c'est que depuis 2017, nous avions un pivot de la vie politique. Tout s'organisait autour de ce pivot. Les socialistes, les Verts, tous ces gens-là essayaient d'exister, mais à l'ombre des spots de la lumière écrasante du macronisme. La droite essayait d'exister à l'ombre des spots de la lumière écrasante du macronisme. Aujourd'hui, c'est fini. Ça, c'est l'enseignement. Donc, avec le RN comme, malheureusement, le premier parti de France. Avec le RN, qui est, donc on peut le redire, qui est à la fois le premier parti ouvrier de France, mais qui est en train de devenir aussi, Steve, et ça, c'est une nouveauté absolue, saisissante, troublante, angoissante, le premier parti bourgeois conservateur de France. Car il y a un parti bourgeois de France qui est le bloc central, ensemble, mais le RN est en train de devenir le premier parti bourgeois conservateur de France. Ça, c'est une nouveauté aussi. Donc effectivement, dans cette configuration-là, tous les scénarios sont envisagés, dont celui d'une cohabitation, entre guillemets, dure avec Jordan Bardella. Toutes les informations qui nous reviennent. Alors maintenant, évidemment, personne n'a la shortlist du gouvernement, mais c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus avancés dans leur tête. Marine Le Pen, Jordan Bardella, ses équipes, les principaux conseillers les plus proches, Philippe Ollivier, etc. Ils sont beaucoup plus avancés sur la liste des personnes qu'ils ont déjà sollicitées, qu'ils ont déjà préemptées de façon à occuper l'organigramme de ce gouvernement. Donc, c'est vrai que nous avons, je vous le dis et je vous le redis, un processus progressif d'absorption de personnalités issues de la droite républicaine. Alors évidemment, le moment venu, ils vont nous enfumer. Ils vont dire, oui, mais il y a aussi des personnalités de la gauche. Ok, très bien. Il y aura peut-être 2 ou 3, mais ça sera quand même globalement des personnalités issues de la droite républicaine, des hauts fonctionnaires de droite, des diplomates de droite, etc., qui vont filer à Canossa vers Jordan Bardella. C'est ça le scénario qui est prévu, qui est écrit. Et en attendant, Emmanuel Macron a multiplié les annonces de nomination entérinées lors du dernier Conseil des ministres pour préparer, disons, la suite de la bataille. Le barrage républicain a une double signification. Il a une signification électorale d'ici dimanche.
faire en sorte que dans le plus possible des 577 circonscriptions, il y ait des forces non RN qui s'organisent, se solidarisent de façon à bloquer la marée bleu horizon du RN. Ça, c'est le premier sens du barrage. Mais vous avez raison, il y a un sens plus métapolitique, ou en tout cas dans un second temps, politique de manière plus secondarisée, qui est comment on va faire dans les 2 ans, les 3 ans qui viennent, ou en tout cas l'année qui vient, pour cohabiter avec ce nouveau pouvoir. Le président de la République n'est pas le seul, le mot ne vient pas de lui, bien sûr, mais il théorise actuellement l'illibéralisme du RN. Qu'est-ce que ça veut dire, l'illibéralisme? Ça veut dire, si on va très vite, que les modèles de gouvernement auxquels va se référer Jordan Bardella, qui par ailleurs respectent parfaitement la légalité républicaine, mais c'est plus des modèles proches de Orban, voilà, que des modèles proches de Angela Merkel, si on va vite. Et donc il faut des pare-feux. Et donc il faut des pare-feux, et Macron se dit, on va essayer de bourrer le maximum nos administrations de hauts fonctionnaires qui seront des relais de nos idées. Et Alexis, pour terminer, c'est ça la stratégie. Marine Le Pen a réagi ce matin à cela. Elle était sur France Inter. Elle a accusé le président de la République de se rendre coupable, je cite, d'une forme de coup d'État administratif. Alors, elle est dans son rôle, si vous voulez. Évidemment, c'est tout à fait logique qu'elle l'accuse de cela. Bon, mais le président, évidemment, s'il fait cela, ne se livre à aucun coup d'État. Il essaye, avec les moyens du bord, et je pense que ce sont des moyens d'un homme affaibli. Il essaye, autant que faire se peut, de préserver la pérennité de l'état de droit en France face à un pouvoir qu'il ne faut pas diaboliser, mais dont on devine qu'il sera très autoritaire et qu'il ne partagera pas, si vous voulez. Ils ne seront pas, Bardella ne seront pas dans une optique consistant à partager les prérogatives d'État avec le président de la République et avec l'Élysée. Ils seront dans une cohabitation dure, fondée sur des bras de fer, sur des rapports de force, et aussi, Steve, laissez-moi finir, et aussi sur la convocation des médias amis. Il y en a beaucoup des médias amis, il n'y a pas que CNews, pour relayer leurs idées et pour asseoir durablement, j'allais dire, l'assise de leur régime dans la société civile française. Et ça, Macron s'en rend compte un peu tard aussi, vous voyez, et il essaye d'ouvrir des pare-feux. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qu'on retrouvera en kiosque dès demain. Bon après-midi Alexis. À vous de même.